Comment on fait pour engager les étudiants à distance? Cette question, on se l'est tous posée pendant la pandémie. Moi, j'ai des formations de quelques semaines, voire quelques mois, qui passaient soudainement en distanciel. Et du coup, c'était hyper important de réussir à garder l'attention des étudiants. Sauf que derrière un écran, il n'y a pas le contact physique, il n'y a pas l'ambiance de la salle, il n'y a pas l'énergie du groupe. Donc, comment on va faire pour garder l'attention des apprenants? Donc, j'ai posé la question autour de moi. J'ai recueilli des avis, des conseils, souvent très utiles, du style tu fais pas des présentations de plus de 20 minutes d'affilée, tu utilises le chat, tu utilises les sondages, tu peux utiliser les petits groupes sur Zoom pour garder de la dynamique, tu fais des icebreakers qui utilisent vraiment le corps pour engager l'étudiant entièrement. Mais en fait, au-delà de tous ces conseils super pratiques, le meilleur conseil qui m'a été donné, il venait d'un pote commercial. Il m'a dit, moi quand j'essaye de capter l'attention des gens, j'essaye pas de les convaincre, j'essaye pas d'argumenter, de leur donner des faits, je leur raconte des histoires. Parce que les gens, ils adorent les histoires. C'est vraiment ça qui capte leur attention. Je me suis dit, le mec, son boulot, c'est de vendre des produits, et moi, mon boulot, c'est de vendre des idées aux étudiants. Donc peut-être que ce qu'il dit, c'est pas complètement idiot, et j'ai voulu essayer. Donc à cette époque-là, je construisais une formation de marketing digital et j'avais notamment une activité où je devais montrer aux étudiants que quand ils créent une séquence automatisée d'emails, vous savez, ces trucs où on a des rappels régulièrement, mais qui sont pas envoyés par quelqu'un, qui sont envoyés automatiquement, et comment on fait pour que ces séquences automatiques, elles soient pertinentes pour les clients et qu'il n'y ait pas un fossé entre ce que le marketeur y pense et ce que le client y vit. Et je me suis dit, plutôt que de leur expliquer tout ça, je vais leur montrer, je vais leur raconter une histoire. Donc, j'ai créé une activité où on commence par donner une séquence d'emails en leur disant qu'elle marche très bien, que c'est très efficace, un peu en les mettant dans la peau du marketeur qui a vraiment confiance en ce qu'il fait. Et juste après, je vais leur couper l'herbe sous le pied, je vais leur raconter l'histoire d'une cliente qui se bouffe la séquence d'emails et à chaque étape, elle est frustrée. Parce qu'à chaque étape, ça correspond pas avec ce qu'elle vit dans son quotidien. Et donc, j'ai créé un petit PowerPoint pour raconter mon histoire où je mettais d'un côté l'étape dans la séquence où j'en étais et un smiley pour représenter ce que la nana, elle vit. Et j'étais très fière de moi. Je me suis dit, ouais, ça va avoir un gros impact, ils vont être trop surpris. Et en fait, les étudiants, ils ont trouvé ça un peu neuneux. Ils ont trouvé ça, ils sont pas rentrés dedans en fait. Ça leur a fait ni chaud ni froid de voir le smiley triste de Micheline qui lisait son email marketing. Et du coup, c'est là que j'ai compris c'était quoi le storytelling. Parce qu'en fait, le storytelling, c'est pas mettre en contexte, c'est pas dire ce qui se passe. Le but du storytelling, c'est de faire ressentir les émotions. Donc, si je dis aux étudiants, la Micheline, elle est saoulée, ils s'en foutent. Mais si je les mets dans la peau de Micheline et que je leur montre les email après email énervants, et le troisième de la journée qui vraiment énerve Micheline, et là, eux, ils le vivront avec leurs émotions. Et c'est ça qu'on veut. On veut pas leur dire, on veut qu'ils se le représentent. On veut que ça vienne d'eux, que ça soit leurs émotions qui leur fassent vivre l'histoire de Micheline. Ou toute autre histoire. Et donc pourquoi le storytelling, ça marche? En fait, il y a plusieurs choses qui se passent dans notre corps et notre cerveau quand on écoute une histoire. Le premier truc, c'est qu'on a certains éléments dans le cerveau qu'on appelle les neurones miroirs, donc c'est des neurones un peu spéciaux, qui nous font vivre les choses que ressentent les autres. En fait, c'est les neurones de l'empathie. Quand vous voyez quelqu'un qui se fait mal et que vous avez mal pour lui, c'est grâce à vos neurones miroirs qui vous simulent en fait, c'est comme un simulateur. Vous ressentez les choses comme si vous étiez, comme si c'était vous le héros de l'histoire. Le deuxième truc, c'est que chez nos ancêtres, il y a très longtemps, en fait, la tradition, elle était purement orale. On n'avait pas l'écrit. Et donc, du coup, pour transmettre des informations de survie d'une génération à l'autre, ça passait par les histoires. Et ça, du coup, on a des zones primitives dans le cerveau qui sont spécialisées dans le traitement des histoires. Ça a deux influences, c'est que du coup, on comprend mieux une histoire
parce qu'on a déjà un peu le schéma de l'histoire dans la tête. Et le deuxième truc, c'est qu'on les retient mieux. On fait moins d'efforts à la mémorisation parce qu'on s'appuie sur quelque chose qui existe déjà en mémoire depuis très très longtemps. Après, le troisième truc, c'est le transfert. Donc, c'est quoi le transfert quand on apprend? C'est la capacité à réutiliser ce qu'on a appris dans de nouvelles situations. Et ben, les histoires, elles facilitent le transfert. Pourquoi? Parce que une histoire, ça vient avec des émotions. Or, les émotions nous aident à prendre des décisions. Ça, c'est super important. On n'arrive pas facilement à prendre des décisions sur de l'information isolée. Par contre, si on a une information riche, avec tout le contexte émotionnel, c'est vachement plus facile de prendre une décision. Je vous illustre ça. Si je vous avais juste dit, les étudiants, il ne faut pas leur dire les émotions, il faut bien les illustrer. Et je vous avais dit que ça. Et vous essayez de créer une activité d'apprentissage avec du storytelling, vous n'allez pas forcément savoir par quel bout y aller, comment commencer. Alors que là, vu que je vous ai dit, je vous ai montré les smileys, je vous ai dit que ça avait fait un flop, je vous ai un peu expliqué le ressenti des étudiants et le mien, et tout ça, ça va vous permettre d'un peu de comprendre certaines règles implicites. Que, par exemple, pour qu'une émotion elle ait l'air sincère, il ne faut pas juste la donner, il faut la faire ressentir. Il faut mettre dans une situation concrète plutôt que de donner un dessin. Ça c'est une règle que vous allez pouvoir réappliquer derrière. Et quand vous allez vous rappeler de ce que je vous ai dit, vous allez avoir le fait. Il ne faut pas donner juste les émotions bêtement, mais vous allez aussi avoir tout le contexte émotionnel qui va vous aider à le réappliquer. Alors après, il y a aussi d'autres avantages à utiliser des histoires, par exemple. Sachez que quand on écoute une histoire, on est très perméable. En fait, elles ont un peu la capacité à désactiver nos défenses et à nous rendre perméables à toutes les informations qu'on entend. Et du coup, c'est très facile de changer le comportement de quelqu'un en lui racontant une histoire. Donc à utiliser avec précaution. La semaine prochaine, je vous donnerai un petit framework pour bien comprendre comment appliquer les histoires. Donc, je vous donnerai les 4 composants essentiels d'une histoire et je vous donnerai un petit peu ma méthode pour créer des activités avec des histoires. À bientôt!